Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Ce mercredi, après la clôture des marchés américains, Donald Trump a imposé les tarifs douaniers américains les plus élevés depuis un siècle, à l'encontre de tous ses partenaires commerciaux, y compris un taux de 20% pour l'Union européenne, qui a promis de prendre des mesures de rétorsion. En réaction à cette décision, les marchés boursiers ont piqué du nez. Si la bourse de Bruxelles a limité la casse grâce à sa forte pondération en actions immobilières, les grands indices européens, les bourses asiatiques et même Wall Street ont perdu beaucoup de terrain. Assiste-t-on au début d'une grosse vague baissière sur les marchés ? Les tarifs douaniers de Donald Trump menacent-ils la croissance économique mondiale ? Comment les investisseurs particuliers doivent-ils réagir face à une volatilité extrême ? Y a-t-il des moyens de se protéger quand les marchés prennent l'eau ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons reçu dans nos studios Nicolas Deltour, le responsable de la stratégie d'investissement de la banque Belfius. Et pour bien comprendre ce qui se passe à la Maison-Blanche, nous avons aussi contacté Nicolas Van Zeebroek, professeur spécialisé dans l'économie numérique à l'ULB. C'est vrai que l'ensemble des annonces, finalement, ont plutôt surpris les Américains eux-mêmes, puisque si on regarde ce que le Standard & Poor's ou le Dow Jones faisait jusqu'à la clôture, jusqu'à l'annonce, c'était plutôt positif. Et effectivement, on a vu hors séance un certain décrochage. Donc ça, c'est une première nouvelle, c'est que les acteurs américains eux-mêmes étaient surpris par l'ampleur des annonces. Après, il s'agit toujours de relativiser. Quand on parle de catastrophe, la première chose, c'est que on revient finalement à une situation que le monde a connue il y a 50 ou 60 ans, où des tarifs douaniers existaient déjà, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on a déjà vu ces derniers mois des allers-retours sur certaines de ces annonces. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Certainement pas. Est-ce que ça va beaucoup plus loin que ce que le consensus attendait ? Certainement. Est-ce que l'économie réelle est sur le point de s'effondrer ? Là, je pense que c'est un pas trop loin, d'autant plus que cette même nuit, on a eu d'autres publications liées à des fondamentaux économiques américains, et notamment des rapports de création d'emplois qui sont supérieurs aux attentes. Évidemment, les annonces ont suivi ce rapport et devraient à nouveau freiner un peu l'économie américaine. Mais il s'agit quand même de relativiser tout ça avec les vrais fondamentaux de l'économie, même si à nouveau, ça n'est pas une bonne nouvelle, effectivement. Et donc c'est là qu'il faudra être attentif, c'est de jauger, de voir tous ces indicateurs qui montrent à quel point ce type de position agressive de la première économie mondiale peut affecter la croissance économique de certaines zones comme l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Alors, à l'échelle mondiale, effectivement, on aura des effets dominos qui sont très difficiles à calculer. D'autant plus que ces économies elles-mêmes sont interconnectées entre elles. Et finalement, quel est l'impact du surcoût ou des perturbations dans la chaîne logistique pour des acteurs économiques qui se trouvent eux-mêmes en dehors des États-Unis, mais qui interagissent entre eux également. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est très compliqué. Par contre, ce qui est assez direct et assez immédiat, et qui est un effet certainement non désiré, absolument non désiré de Donald Trump, c'est l'effet sur le ménage américain. Le ménage américain va subir deux choses. Un, l'effet richesse. Et ça, c'est un effet immédiat. Comme vous le savez, contrairement à l'Européen, l'Américain investit tout ce qu'il a le plus possible en actions, essentiellement des actions américaines, qui, évidemment, se sont relativement mal comportées depuis le début de l'année. C'est une chose. Deuxièmement, il n'y a pas plus inflationniste à effet direct, en tout cas, que l'introduction de tarifs à l'importation. Pour mémoire, l'Amérique est un des plus gros importateurs au monde, et donc les biens de consommation les plus courants aux États-Unis, eux-mêmes vont donc de facto, directement, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, voir leur prix augmenter, ce qui va directement impacter le pouvoir d'achat de l'Américain moyen, en particulier celui qui avait voté pour Donald Trump il y a quelques mois. Et ça, quelque part, c'est quelque chose à suivre de très près pour l'évolution des communications ou des révisions éventuelles sur ces décisions.
Alors, quand on voit maintenant les marchés européens, parce qu'on enregistre ce podcast en matinée, le jeudi matin, donc les marchés américains n'ont pas encore ouvert, mais en Europe, on voit que les compartiments les plus affectés, c'est les produits de consommation, c'est notamment l'alcool et les spiritueux. On voit aussi pas mal de valeurs industrielles chuter et le secteur bancaire. Alors, c'était effectivement le but de Donald Trump, c'était de viser certains secteurs en particulier, ceux qui étaient finalement les plus performants à l'exportation vers les États-Unis. Étant donné que le périmètre est plus lourd et plus important que prévu, évidemment, ces valeurs en souffrent. Maintenant, il y a toute une série de marchés à l'exportation de ces produits qui sont élastiques au prix, mais à un moment donné, jusqu'à une certaine limite. Quand vous devez vous équiper, vous équipez. Peut-être que vous allez vous équiper différemment, mais là aussi, je pense que le marché n'a pas encore pu mesurer l'impact réel de l'élasticité prix des consommateurs de tous ces secteurs. À nouveau, ça reste une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle un peu plus mauvaise pour les exportateurs européens et asiatiques. C'est le but. Et donc, pour le moment, c'est vrai que l'évolution des marchés est relativement logique. Alors, si on se met maintenant à l'échelle d'un investisseur particulier, face à cette grande volatilité, on peut vite tomber dans des mouvements paniques. Quels sont les moyens qu'un investisseur particulier a pour se protéger face à ce type d'épisode où la volatilité est très extrême ? Alors, la première chose, alors c'est un peu bizarre parce que c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, mais c'est la diversification. Alors, c'est vrai que la diversification, c'est un principe élémentaire qu'on rappelle tout le temps. Mais il faut bien reconnaître que si on se replace il y a 12 ou 18 mois de ça, les stratégies d'investissement étaient quand même beaucoup plus marquées sur certains paris forts, comme les actions américaines, comme la technologie américaine, etc. Avec un certain succès, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, étant donné que la visibilité redescend, buy it, but buy it broader, comme on dit, acheter mais plus large, est quelque chose qui fait de plus en plus sens. Au sein des secteurs, entre secteurs, au niveau géographique et même au niveau des classes d'actifs. À titre d'exemple, si on regarde comment se sont comportées les différentes classes d'actifs ces dernières heures, ces derniers jours, on voit que la classe obligataire, par exemple, joue son rôle de matelas, a même plutôt tendance à remonter, en tout cas ces dernières heures, parce qu'elle sert un peu de refuge tout en rémunérant l'investisseur. Donc ça c'est très important. Deuxièmement, pour tout investisseur qui est en train de construire son portefeuille, le principe de l'investissement étalé dans le temps continue à faire sens. J'ai parlé récemment avec des clients qui étaient justement en train de construire ce portefeuille. Justement, ce principe a plutôt l'air d'être efficace. Et enfin, pour les investisseurs qui sont eux-mêmes investis, et c'est sans doute pour eux que la question se pose le plus aujourd'hui, je pense qu'il s'agit de leur rappeler que le risque, en tout cas au sens financier et mathématique du terme, un risque, c'est normalement symétrique. On a tendance, en particulier quand on est européen ou quand on est belge, à regarder le downside risk, on regarde beaucoup moins le upside risk. Et pourtant, pour un asset manager, pour un gestionnaire de portefeuille, c'est le même risque. En tout cas, il faut regarder l'amplitude des deux côtés. Et donc, l'erreur à faire aujourd'hui, si vous n'avez pas de visibilité, ça serait de dire, vu que j'arrive dans de l'incertitude, je sors complètement et puis on verra bien. Alors là, vous êtes sûr d'une chose, c'est d'avoir pris la perte de ces dernières heures et de ne pas la récupérer pendant les prochaines heures. Et par contre, vous n'êtes pas du tout sûr de comment le marché va évoluer à court et moyen terme. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'à long terme, les fondamentaux américains sont restés relativement résilients. Ce qu'on sait aussi, c'est que d'une certaine manière, pour toute une série de produits, et dans certains pays en particulier, et notamment les États-Unis, cette inflation va revenir un petit peu en force. Et ça implique que quoi ? Ça implique que le cash, à nouveau, subira une perte certaine en pouvoir d'achat, qui est chiffrée par les chiffres de l'inflation. Donc, on a le choix entre une perte certaine, ou rester exposé, collé à son horizon d'investissement, être le plus diversifié possible, et respecter sa stratégie. Alors, ça paraît simple à dire, c'est presque une lapalissade, mais c'est plus que jamais le conseil, je pense, à suivre en ce moment. Il faut aussi s'épargner de tout ce bruit qu'on entend dans le marché. Effectivement, il y a énormément de bruit, et donc
premièrement, c'est important de rester bien calé sur sa stratégie, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que si on regarde finalement ce qu'ont fait certains acteurs du marché l'année dernière et l'année précédente, il y avait une relative concentration. On a souvent parlé des Magnificent Seven, etc. Et donc, les hyperpondérations dans certains indices ont privilégié ces entreprises-là en particulier, et donc les investissements passifs ou les trackers qui les suivaient. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ces gagnants de l'année dernière figurent parmi les grands perdants de cette année. Et donc, c'est sans doute c'est souvent du balancier, mais c'est sans doute un retour des supports plus actifs versus les supports passifs. 2023 était une bonne année pour les supports passifs. En relatif, en tout cas, je pense que 2025 et 2026 pourraient être de meilleures années pour les supports actifs qui, justement, par des règles de pondération, ont sans doute moins, par exemple, de Nvidia qu'un indice, qu'un tracker complètement passif, vont travailler cette volatilité qui, pour le moment, est forcément bien remontée. Et ces volatilités, ces ups and downs, c'est le rôle justement des gestionnaires d'aller les travailler, les exploiter, ce que ne fera pas une gestion passive, et ce que ne fera pas l'investisseur particulier qui s'est dit qu'il va tout faire lui-même dans son coin et qui aujourd'hui est sans doute un peu plus nerveux que d'habitude. Oui, c'est ça, et que ces 5 dernières années, on entendait beaucoup buy the dips, donc acheter la baisse. C'est peut-être pas forcément la stratégie qui va coller avec l'environnement dans lequel on est entré avec l'arrivée du président Trump. Voilà, il y a très peu, sans doute personne, qui a le timing parfait. Donc, effectivement, je ne m'aventurerai pas trop par là, d'autant plus que vous venez de le dire, cette visibilité, aujourd'hui, elle est plus basse qu'il y a 1 an et demi. Et quand on ne sait pas, on doit bien se souvenir que le risque, c'est symétrique. Et bien sûr, on veut tous éviter les baisses. On doit faire attention à ne pas éviter les hausses. Et c'est ce qui risque d'arriver si on réagit à chaud, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Je vous le disais dans l'introduction, nous avons aussi tendu notre micro au professeur Nicolas Van Zeebroek. En contact régulier avec les jeunes investisseurs et spécialisé dans la tech, il nous éclaire sur ce qui se joue actuellement à la Maison-Blanche, où l'un des plus proches conseillers du président Trump est aussi le patron d'une société cotée. Et pas n'importe laquelle. C'est une figure qui a été centrale auprès des jeunes dans l'ascension du Nasdaq et du S&P 500 ces dernières années. Bon, d'abord, c'est objectivement, et d'un point de vue strictement démocratique, c'est objectivement malsain. Je crois qu'on a rarement eu une situation de collusion aussi forte entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Quand on est un tout petit peu attaché à la séparation des pouvoirs, qui est un principe de base de la démocratie, on peut être que inquiet tout court. D'autant que Musk n'est pas que dans les voitures électriques, comme on le sait, il est dans le spatial, et donc il a pour client principal une entreprise publique qui s'appelle la NASA, et d'autre part, il est dans l'intelligence artificielle, dont il est en train de devenir un acteur important, et des réseaux sociaux à travers X. Quand on met tout ça ensemble, ça fait quand même beaucoup de pouvoir économique avec une influence considérable sur des marchés et des pans entiers du fonctionnement de la société. Mélanger ça avec un pouvoir politique important, c'est à mon avis extrêmement malsain et ça pourrait très très bien se retourner contre lui et ses entreprises. Et là, si on prend une échelle un peu plus longue et on se replace au moment du Covid, où énormément de jeunes, de vos étudiants par exemple, sont venus sur les marchés pour la première fois, ou ont acheté des actions, notamment des actions de Tesla, et ont vu ce que ça pouvait faire d'avoir des rendements parfois à 2 chiffres, à 3 chiffres sur des produits financiers. On se voit aujourd'hui qu'on rentre dans une autre réalité. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Mon sentiment, c'est qu'à toute époque, il y a eu des opportunités de faire des coups, en quelque sorte, opportunistes, en misant sur des entreprises qui introduisent des chocs et des ruptures sur les marchés, qui ont pour effet essentiellement d'être accompagnés, surtout quand les conditions financières sont propices, à amplifier des mouvements, des vagues qui sont disproportionnées par rapport aux fondamentaux. Ça a été le cas avec les bulles des cryptos à un certain moment, et puis ça a été le cas avec certaines entreprises technologiques comme Tesla qui ont tellement perturbé un marché qu'on croyait tout à fait établi et stagnant, qui était la voiture
tout court, que tout d'un coup, ça a créé une valorisation qui est colossale. Maintenant, c'est aussi parce que le secteur de la tech, et en particulier du numérique, nous a habitués à un principe de fonctionnement de l'économie qui est assez nouveau, qu'on appelle l'économie des effets de réseau, c'est-à-dire l'idée que quand vous avez un système qui commence à marcher, la valeur du système s'amplifie exponentiellement avec le nombre d'utilisateurs qui la rejoignent. Et on a eu tendance à extrapoler ce mode de fonctionnement à tout ce qui avait l'air d'être de la tech. Mais les réseaux sociaux fonctionnent comme ça assurément. Les voitures électriques, c'est un petit peu moins évident. Et donc, c'est parfois l'IA, on ne sait pas encore très bien. Et donc, on ne sait pas toujours si l'inflation qu'on voit sur les valorisations est liée à réellement une extrapolation rationnelle de ce que ces entreprises vont générer plus tard, ou simplement une espèce d'exubérance qui est liée au fait qu'on extrapole sur le fonctionnement des effets de réseau et que forcément, ça va devenir une croissance exponentielle. Et alors, dernière question, peut-être une question de synthèse. On entend aussi, quand on suit les marchés financiers, que les corrections sont saines, qu'à un moment donné, le marché augmente tellement que ça doit dégonfler. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cet aspect-là par rapport à ces grandes valeurs technologiques qui ont tiré le Nasdaq, le S&P 500 ? Alors, c'est deux, trois éléments. Premièrement, est-ce qu'il y a réellement une bulle ? C'est difficile à dire parce que l'évolution des marchés boursiers, elle reflète surtout les attentes des investisseurs sur le succès de ces entreprises plus tard. Et on est dans un paradigme tellement en train de changer, en particulier avec aujourd'hui l'intelligence artificielle qui rebat énormément de cartes, que pour l'instant, on est dans une espèce de gigantesque partie de poker. Est-ce qu'on peut parler d'une bulle ? Non, seulement si ce pari de poker s'avère être un mauvais calcul. Ceci étant, c'est normal qu'il y ait des corrections et c'est relativement sain. Quand on voit en particulier les multiples de valorisation qu'on applique à des entreprises comme Tesla par rapport au fondamental de ce que son business est réellement, on se dit qu'à un moment, il y a quelque chose qui est artificiel et qui est exagéré. Est-ce que ça s'applique pour autant à tout le secteur de la tech ? C'est difficile. Je pense que l'un des éléments centraux, c'est de comprendre qu'il y a un décalage énorme entre la masse d'investissement que le secteur de la tech est en train de consentir pour l'IA aujourd'hui et les attentes en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité demain. Pour l'instant, c'est un pur pari colossal pour donner un ordre de grandeur. L'IA, c'est plus de 200 milliards d'investissements pour Microsoft en quelques années, pour seulement 13 milliards de chiffre d'affaires actuellement. Alors, ou bien Microsoft a raison et demain ça explose et alors ces valorisations seront justifiées, ou bien ça ne se produit pas et dans ce cas-là, les choses seront très 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 différentes. Mais je pense que les ajustements qu'on voit aujourd'hui ne sont pas un recalcul réel sur le futur de ces stratégies. C'est plus l'effet de toutes les turbulences qu'il y a sur la géopolitique et les tarifs douaniers et autres. Merci d'avoir écouté ce podcast et merci à nos deux invités du jour d'avoir réagi aussi promptement. Venez rejoindre notre groupe, les Traqueurs de l'écho sur Facebook, où les débats sur la décision du président Trump sont déjà bien animés. Vous pouvez aussi suivre les derniers développements de l'actualité sur les droits de douane américains sur le site et l'app de l'écho. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation pour Tracker, le podcast Bourse du journal L'Écho.